Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce mardi 16 août. La nomination d'un nouvel envoyé spécial de l'ONU pour la Libye se fait attendre. Aucun consensus entre les Libyens et l'ONU ne se profile pour le moment. Nouveau camouflé pour le Marzen, le président de l'Union internationale des savants musulmans, le Marocain Ahmed Raïsouni, s'attaque à l'Algérie. Tout un dossier à suivre dans cette édition. Les accords d'Abraham s'essoufflent. 2 années après leur signature, plusieurs pays arabes refusent de participer au sommet anniversaire. Nous évoquerons également le dossier du nucléaire iranien. L'Union européenne consulte ses partenaires sur la réponse de Téhéran. Qui succédera à Stéphanie Williams? Trouver le successeur de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye devient une mission périlleuse. Pour Antonio Guterres, les noms qu'il propose ne semblent pas faire l'unanimité, que ce soit pour les Libyens eux-mêmes ou encore auprès de la communauté internationale. Si la candidature de l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily devait être avalisée lors du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenu hier, eh bien, surprise, elle pose problème au gouvernement d'union nationale. Aucun consensus ne semble se profiler. Tinine Makassi. Le consensus semble impossible à tous les niveaux de la vie politique libyenne, alors que beaucoup d'espoir étaient rattachés à la séance du Conseil de sécurité du lundi 16 août. Une séance censée nommer le prochain envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Alors que la candidature d'Abdoulaye Bathily semblait faire consensus auprès de la communauté internationale, après que celle de Sabri Boukadoum ait été torpillée pour des enjeux et des intérêts régionaux et internationaux. Cela dit, un nom qui trouve toujours écho au sein du gouvernement de l'unité nationale. En revanche, Bathily a été catégoriquement rejeté par le gouvernement de Beïba, affirmant que l'ONU ne peut choisir les prétendants à ce poste sans prendre en compte l'avis des Libyens, premiers concernés par cette succession, avant d'appeler à des consultations sur le choix du prochain patron de la MENOUL. Ce bras de fer qui se joue en hautes instances onusiennes rappelle celui qui a suivi le départ de Rassen Salamé. Bien que le bilan de la MENOUL et de Stéphanie Williams soit mitigé, cette guerre de succession, qui ne dit pas son nom, complique encore davantage l'imbroglio libyen et fragilise encore plus la transition vers la paix du pays. L'heure est au départ pour les troupes françaises déployées au Mali depuis 9 ans. Les derniers soldats français ont achevé hier leur retrait du pays. Ce retrait ordonné le 17 février dernier par le président français Emmanuel Macron met un terme à près d'une décennie d'intervention militaire française au Mali, avec un bilan général mitigé en matière de lutte antiterroriste, un bilan sur lequel revient Safwan Ben Sabri. Le retrait des forces françaises du Mali est désormais effectif. Après une présence de 9 ans dans le pays, les derniers soldats français plient bagages. Avec la fin de la présence militaire française au Mali, c'est une partie de la France-Afrique qui s'achève. Les autorités maliennes à la tête du pays depuis 1 an et demi ont clairement exprimé leur volonté de voir les militaires français quitter le pays. Comme un pied de nez, le retrait français se fait presque 1 an jour pour jour après le retrait américain d'Afghanistan, véritable débâcle selon certains observateurs. À l'instar des États-Unis, la France est restée trop longtemps au Mali. Quel bilan tiré de l'intervention française? Celle-ci a commencé en 2013 avec l'opération Serval puis Barkhane. À la demande des autorités maliennes, les groupes terroristes sont alors cantonnés au nord du Mali. Presque une décennie plus tard, la présence terroriste s'est largement accrue. 3 pays sont désormais en proie à la menace terroriste, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En 2021, plus de 2500 actes terroristes ont été recensés dans la zone des 3 frontières, faisant plus de 6000 morts. Force est de constater que la présence française, à défaut de faire reculer le terrorisme, ne l'a pas empêché de progresser. Après 9 ans d'intervention hors les murs, la France au Mali n'échappe pas à la règle qui veut que les armées de libération se transforment souvent en armées d'occupation, une armée devenue indésirable pour les Maliens.
Monsieur Massir Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste malien, nous venons de le dire. Les derniers soldats français ont quitté le territoire malien hier après 9 années d'intervention et c'est un bilan mitigé que l'on tire après ces 9 années, puisque les terroristes sont toujours présents dans la région. Quel est votre commentaire ? Comme vous l'avez si bien dit, le bilan est quelque peu mitigé parce que durant 9 ans, certes, il y a eu des victoires tactiques qui ont consisté à la liquidation ou la neutralisation de quelques chefs terroristes. Je veux citer par exemple l'émir d'Aqmi, Abdelmalik Troubdel, c'était en juin 2020, et également le chef de l'État islamique dans la zone, Adnan Aboulwalid al-Sahraoui, si ma mémoire ne me trahit pas, ça devait être en août 2021. Donc ce sont des victoires tactiques, mais à terme, cela n'a pas permis quand même de limiter, limiter les attaques terroristes, bien au contraire. Peut-être que les grandes villes du Mali ne sont pas occupées par les terroristes comme on le voyait en 2012, mais après quelques kilomètres en dehors de ces villes, tout est pratiquement sous occupation terroriste. Monsieur Diop, est-ce qu'on peut dire que ce retrait est un ouf de soulagement pour les Maliens, puisqu'ils l'attendaient depuis longtemps ? En réalité, ce retrait, si vous vous souvenez bien, c'était avant même que les Maliens ne puissent l'exprimer, c'était aussi une demande des terroristes. Les terroristes avaient plusieurs fois réclamé le départ des troupes françaises. Et là, c'est intervenu dans un contexte où les résultats apportés par cette présence, franchement, sont très mitigés. Donc, les populations en avaient plus que marre parce que beaucoup voulaient qu'on ouvre le dialogue au moins avec les chefs terroristes pour savoir au moins c'est quoi leur volonté, qu'est-ce qu'ils ont, et la France était opposée à cela et elle avait même plusieurs fois menacé de plier bagage lorsque ce dialogue était ouvert. Donc finalement c'est devenu un sujet de crispation. Ensuite il y a le contexte maintenant géopolitique parce que de plus en plus les nouvelles autorités sont tournées par exemple vers le partenaire russe. Qui, selon elle, apporte beaucoup plus de résultats sur le terrain. Et là, il y avait eu un malaise profond qui s'était installé entre Paris et Bamako. Je ne vous rappelle pas un peu les accords de défense et tout ça qui ont été rompus, l'expulsion de l'ambassadeur de France et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur Maris Diop. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste malien. On reste en Afrique. Après 6 jours d'attente, William Ruto a été déclaré vainqueur des élections présidentielles. Le Kenyan, face à son rival Raila Odinga, pour la 5e fois candidat. Suite à ce résultat, de violents soulèvements ont éclaté dans plusieurs quartiers populaires de la capitale Nairobi. L'annonce a été entachée de controverses après que plusieurs membres de la commission électorale aient rejeté les résultats. Et puis retour à présent sur ce nouveau dérapage du Marzen, les récentes déclarations du président de l'Union internationale des savants musulmans, le Marocain Ahmed Raissouni, ont engendré une vague de colère, notamment côté algérien, puisque Raissouni a ouvertement demandé au roi du Maroc d'appeler son peuple à marcher sur la ville algérienne de Tindouf ou encore sur la ville sahraoui, occupée de l'Ayoun. Le Marocain qui ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également remis en question l'existence de la Mauritanie. Le commentaire signé Naila Hamouda. Après les dérapages diplomatiques et politiques, le Maroc a franchi une nouvelle fois une ligne dangereuse dans sa haine contre ses voisins. Le dérapage de hauts dignitaires religieux. Censé être un érudit musulman rassembleur et non investi dans la fitna, Ahmed Raissouni, ce fiefé écervelé, préside l'Union mondiale des ulama musulmans. Il vient de jeter un pavé dans la mare. Il a tenu des propos d'une gravité extrême. Raissouni, dans des déclarations tout à fait imprévisibles, a encouragé Mohamed VI à appeler publiquement le peuple marocain à ramper sur Tindouf en Algérie et l'Ayoun au Sahara occidental. Si le roi du Maroc appelle au djihad, nous sommes prêts par millions. Les oulémas du Maroc sont prêts pour marcher sur Tindouf, pour y rester des semaines et des mois dans le désert. Nous ne contentons pas de marcher sur l'Ayoun seulement, nous devons marcher également sur Tindouf.
Une déclaration de guerre en bonne et due forme dont nombreux observateurs l'attribuent au Merzan. Pire encore, Ahmed Raissouni réveille les anciens démons de la rivalité maghrébine et se revendique comme un disciple d'Alel el-Fassi, alors que les preuves de l'histoire en témoignent. Il s'est attaqué à la Mauritanie, dont il qualifie l'existence d'erreurs. L'existence de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit redevenir comme avant la colonisation européenne, dont la Mauritanie ne faisait pas partie. La question du Sahara est une fabrication de la colonisation, tout comme la Mauritanie. Des propos dangereux et belliqueux n'ont pas tardé à faire réagir l'Union mondiale des savants musulmans établie au Qatar. Elle a tenu à se démarquer de ces déclarations irresponsables. Elle indique que ces propos ne représentent que son auteur et qu'elles sont contraires au règlement intérieur de l'Union mondiale des savants musulmans. L'Union appelle au respect des peuples et des nations. Cette sortie trahit avant tout la nature véritable du Merzan, parfaitement belliqueux. Des réactions fermes et musclées sont attendues incessamment. D'ailleurs, les dernières en date dénoncent le non-respect des chartes et droits internationaux et mettent en exergue la haine du Maroc envers ses voisins. Un Maroc en perte de vitesse face au dossier sahraoui. La question ne cesse de marquer des points en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Alors les propos d'Ahmed Raissouni sont des propos dangereux et ils n'ont pas tardé à faire réagir. Pour Kamel Chekat, chercheur algérien en théologie et membre fondateur de la Ligue des oulémas du Sahel, Ahmed Raissouni, qui est considéré comme l'un des plus grands idéologues du PJD, un parti politique marocain, n'a pas respecté son statut d'homme politique en utilisant justement cette religion à des fins politiques. On l'écoute. Raissouni, qui est le président de ce que nous appelons l'Ittihad al-Alami des ulama al-Muslimin, est une personne qui est censée jouer le rôle de dépositaire de la tradition islamique. Une personnalité qui porte en elle l'héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelles que seraient les circonstances, cette personne devrait toujours utiliser des propos modérés, rester dans une certaine réserve, être à la hauteur de ce qu'elle représente, c'est-à-dire ne jamais s'abaisser à être du côté d'un État contre un autre, surtout dans des questions d'ordre politique. Alors comment peut-on en arriver là ? Eh bien, sachant tout d'abord, ou entre autres, que Raissouni a toujours été l'un des plus grands idéologues du PJD, qui est un parti politique. Donc c'est une personnalité qui a beaucoup baigné dans la pratique même de la politique. Et honnêtement, la politique et la religion, c'est comme l'eau et l'huile, hein, ça ne peut pas se mélanger. Alors à travers ses propos, Ahmed Raissouni a tout simplement appelé à une effusion de sang en s'attaquant cette fois-ci à l'Algérie, à la Mauritanie et au Sahara occidental, sans trop se soucier des conséquences de ses propos. Pour Kamel Chekat, Ahmed Raissouni a également dévié de la religion. Nous appelions il y a à peine quelques jours Cheikh Fadil Cheikh Raissouni, qui ne l'est plus malheureusement, c'est quelqu'un qui est tombé bien trop bas pour qu'il puisse mériter ce titre de Fadil Cheikh. Nous sommes, je préfère parler justement de ces propos qui font office carrément de fatwa. Il appelle à l'effusion de sang contre des frères en religion. Et là, même si cet homme n'a pas atteint hadd al-kufr, c'est-à-dire il n'a pas atteint la limite même de ce que nous appelons le kufr, c'est-à-dire l'anathème carrément, il n'en demeure pas moins que sur le plan pratique, nous sommes dans ce que nous pourrions qualifier de kufr amali, c'est-à-dire que sur le plan pratique, cet homme a complètement dévié de la religion. Cette sortie médiatique d'Ahmed Raissouni a également suscité de vives réactions au sein même de l'organisation des oulémas musulmans marocains. Selon Kamel Chekat, Raissouni n'est plus représentatif du monde musulman et ne peut continuer à être à la tête d'une organisation de cette envergure. Écoutez, à l'heure actuelle, il y a eu un communiqué justement de cette organisation qui signifie que les propos de Raissouni n'engagent que sa personne
Mais honnêtement, je suis désolé, cette personne n'est plus représentative de cette union qui devrait être celle de tous les musulmans du monde. Elle ne peut plus être à la tête d'une organisation de cette envergure. Nous le disions en titre, les accords d'Abraham, accords de paix entre l'entité sioniste et plusieurs pays arabes dont le Maroc, auraient-ils une durée de vie limitée? Est-ce qu'ils seraient en train de s'essouffler? Eh bien, des diplomates ont refusé à la dernière minute de participer au sommet marquant le 2e anniversaire de l'entente de la honte, une décision motivée par les dernières violences commises dans les territoires palestiniens, mais aussi par la pression de la rue. Karim Bouaziz nous en parle. Finalement, beaucoup de bruit pour rien. Les accords d'Abraham, censés couper l'herbe sous le pied des antisionistes en normalisant les rapports entre certains pays arabes et Sion, sont-ils en train de mourir? À défaut d'une forte adhésion à un sommet entre Sion et les pays arabes signataires des accords d'Abraham, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, la décision a été prise d'annuler les rencontres à la dernière minute. Et il faut croire que la plus grosse déception pèserait sur la partie marocaine. En effet, Rabat visait en marge des accords d'Abraham de faire une pierre deux coups en introduisant la question de la prétendue marocanité du Sahara occidental, dont les autres pays auraient apposé, tôt ou tard, de facto leur agrément. Le roi est désormais nu puisque ce qui reste à Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, comme consolation est l'ouverture présumée fin septembre de l'ambassade du Maroc en territoire occupé. Une politique en tout cas hasardeuse du voisin pour un navire incertain qui incite la diplomatie algérienne à affiner sa stratégie internationale en guise de réponse, d'où l'organisation en novembre prochain du sommet arabe en date du 1er qui tablera également, en plus de consolider un vrai noyau arabe antisioniste et tenter de raviver l'ancienne politique arabe qui ne subit plus l'histoire mais y participe entièrement, de surtout réconcilier toutes les fractions palestiniennes. L'évolution de la situation palestinienne au centre des discussions ce mardi entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le chancelier allemand Olaf Scholz lors de la réunion des deux dirigeants. Dans la capitale allemande, Mahmoud Abbas a fait part des récentes attaques israéliennes contre le peuple palestinien, ses terres et ses lieux de culte islamiques et chrétiens, ainsi que l'accélération de la colonisation et de la confiscation des terres. Il a également évoqué les développements politiques dans la région, rappelant les efforts déployés pour relancer le processus de paix et les relations bilatérales entre les deux parties. Mahmoud Abbas qui déplore la violence et la terreur où qu'elles se trouvent dans le monde. Mesdames et messieurs, j'ai informé le chancelier Olaf Scholz de nos efforts pour empêcher que la solution à deux États ne s'effondre, pour ouvrir la voie à une solution politique et mettre fin à l'occupation de la Palestine sur les territoires de 1967. Nous nous accrochons à la résistance populaire pacifique et ne l'abandonnerons pas et nous rejetons la violence et la terreur où qu'elles se trouvent dans le monde. Et toujours dans la région, sachez que l'ambassadeur de l'Union européenne dans les territoires palestiniens a signé un accord d'aide de 97 millions d'euros avec le directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza. La délégation de l'Union européenne a visité l'hôpital Al-Shafa dans la bande de Gaza pour constater de visu la détérioration de la situation humanitaire à la suite des récentes violences de l'occupation sioniste. All this will not serve anything. Tout cela ne servira à rien si l'on ne parvient pas à trouver une raison politique à la paix. Tout cela ne mettra pas fin aux souffrances de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza et de bien d'autres personnes dans la région, à moins que l'occupation ne mette fin au blocus et au blocage de Gaza. Et c'est la raison pour laquelle il est si important que les factions politiques palestiniennes unissent leurs forces et créent les conditions d'un gouvernement palestinien unifié, démocratiquement élu et crédible, dirigeant à la fois Gaza et la Cisjordanie. Dans le dossier du nucléaire iranien, Bruxelles dit étudier la réponse de Téhéran au texte final élaboré par l'Union européenne pour sauver l'accord de 2015 en consultation avec ses partenaires, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne et la Russie. At this point, everybody is studying the response.
À ce stade, tout le monde étudie la réponse et ce n'est pas le moment de spéculer sur le timing ou autre. Je tiens à souligner à nouveau que la réponse n'est arrivée qu'hier soir et la voie à suivre est principalement que tous les participants l'examinent, que les États-Unis l'examinent. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Et à propos de nucléaire, plusieurs frappes dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement ont visé ces derniers jours la centrale nucléaire de Zaporijia, sous contrôle russe dans le sud de l'Ukraine, faisant craindre une catastrophe nucléaire. Le gouvernement russe qui rassure sur ses intentions dans le domaine du nucléaire. Il n'est pas nécessaire de recourir aux armes nucléaires en Ukraine, assure Moscou. Dans ce contexte, des spéculations se répandent dans les médias sur les prétendus préparatifs d'utilisation d'armes nucléaires russes dans l'opération militaire spéciale ou sur la volonté d'utiliser des armes chimiques. Tous ces bobards médiatiques sont des mensonges. Du point de vue militaire, il n'est pas nécessaire de recourir aux armes nucléaires en Ukraine pour réaliser les objectifs fixés. L'objectif principal des armes nucléaires russes est la dissuasion d'une attaque nucléaire. Son utilisation est limitée à des circonstances extraordinaires qui sont définies dans des documents d'orientation russe ouverts au public. Le conflit russo-ukrainien s'éternise et le président russe Vladimir Poutine accuse Washington de le faire traîner et de chercher à déstabiliser le monde avec la récente visite à Taïwan de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit et ils agissent de la même manière en instigant le potentiel conflictuel en Asie, en Afrique et en Amérique latine. L'aventure américaine par rapport à Taïwan n'est pas seulement le voyage d'un politicien individuel irresponsable, mais fait partie d'une stratégie américaine délibérée et consciente pour déstabiliser et rendre chaotique la situation dans la région et dans le monde. Il s'agit d'une démonstration effrontée de manque de respect pour la souveraineté d'autres pays et pour leurs engagements internationaux. Nous y voyons une provocation soigneusement planifiée. Et puis une explosion s'est produite ce matin dans une base militaire russe en Crimée et a fait 2 blessés. Les détonations ont été provoquées par un incendie dans un dépôt de munitions et elles sont dues, selon les autorités russes, à un acte de sabotage. Plusieurs infrastructures civiles, parmi lesquelles une ligne de haute tension, une centrale électrique, une voie ferroviaire, ainsi que plusieurs maisons ont été endommagées. Nous voyons maintenant la déclaration officielle du ministère de la Défense selon laquelle l'incident d'aujourd'hui a été causé par un sabotage. Nous comprenons déjà ce qui s'est passé. Plus de 3000 personnes ont déjà été évacuées des villages de Maïskoï et Azovskoï. Nous sommes maintenant dans un état d'urgence. Tous les services seront de veille ici sur les lieux. Si le feu se poursuit ici, on mettra en place un cordon et des gardes pour la nuit. Et puis retour à l'élection présidentielle au Kenya, nous en parlions au début de ce journal. Après 6 jours d'attente, William Ruto a donc été déclaré vainqueur face à son rival Raila Odinga, pour la 5e fois candidat. L'annonce a été entachée de controverses après que plusieurs membres de la commission électorale aient rejeté les résultats. Inès Loraïb. C'est l'une des élections les plus serrées de l'histoire du Kenya. Plus de 233 000 voix supplémentaires ont porté William Ruto vainqueur des élections présidentielles, éliminant ainsi son rival Raila Odinga. Le vice-président sortant Ruto a remporté 50,49% des voix contre 48,85% pour Odinga. William Ruto devient le 5e président du pays, succédant à Uhuru Kenyatta, à la tête du Kenya depuis 2013 et n'étant pas en droit de briguer un 3e mandat. Fortement controversée, l'annonce des résultats a été rejetée par une bonne partie des électeurs et par 4 membres de la commission indépendante des élections et des frontières. Quelques instants avant que le président de la commission ne désigne William Ruto vainqueur des élections présidentielles, sa vice-présidente a déclaré que la commission ne pouvait s'approprier ces résultats. Nous ne pouvons pas nous approprier les résultats qui vont être annoncés en raison de la nature opaque des dernières étapes du processus. Nous vous donnerons des détails de cette opacité très bientôt.
À Kisumu, l'un des bastions du candidat à la présidentielle kenyane Raila Odinga, des manifestants furieux par cette défaite dénoncent les fraudes électorales, allument des feux et érigent des barrages de pierre, tandis que la police tente de les disperser avec des gaz lacrymogènes. Raila Odinga a, dans une première allocution, suite à l'annonce de sa défaite, affirmé qu'il usera de toutes les options légales possibles pour contester les résultats. Le nouveau président a pour ambition de lutter contre la pauvreté et d'œuvrer pour la paix. Dans un discours prononcé hier soir devant une foule en colère, il a assuré vouloir travailler avec tous les leaders, affirmant qu'il n'y a pas de place pour la vengeance et promettant aux Kenyans de former un gouvernement transparent, ouvert et démocratique. Il n'y a pas de place pour le passé et nos yeux sont rivés vers le futur. Je suis totalement conscient que le pays est à un stade où nous avons besoin de tout le monde sur le pont pour avancer. Nous n'avons pas le luxe de regarder en arrière, nous n'avons pas le luxe de pointer du doigt. Pour un Kenya démocratique et prospère. Le Kenya, figure de stabilité en Afrique de l'Est, n'a pas pu échapper aux conséquences du conflit en Ukraine et à l'explosion de l'inflation. En Espagne, les pompiers continuent de lutter contre les flammes dans la zone de Val d'Ebo à Alicante. À ce jour, plus de 9500 hectares de terre ont été détruits et plus de 1200 personnes ont dû fuir leur domicile. Et puis un navire de recherche chinois a accosté ce mardi dans le port sri-lankais de Hambantota, sous gestion chinoise, malgré les inquiétudes de l'Inde et des États-Unis qui craignent que la Chine ne se livre à des activités d'espionnage. Le Yuan Wang 5 est un navire de recherche et d'études et Pékin déclare que ces activités ne devraient pas être entravées par des tiers. Les activités de recherche marine du navire de recherche scientifique Yuan Wang 5 sont conformes au droit international et aux pratiques internationales et ne portent pas atteinte à la sécurité ni aux intérêts économiques d'aucun pays. Elles ne doivent pas être entravées par des tiers. La Chine est prête à travailler avec le Sri Lanka pour consolider la confiance politique et mutuelle, approfondir la coopération mutuellement bénéfique et promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit simplement de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur H24 News.